code et donc je n'y ai pas accès directement, et aussi parce que la vue est un tout petit peu distante et comme j'ai des difficultés à lire en petits caractères, c'est un peu difficile pour moi de pouvoir lire tous les messages durant le live. Mais merci encore de me rejoindre aujourd'hui dans ce live. Et aujourd'hui, le sujet, comme c'est écrit dans le titre, c'est le contrat citoyen, le rôle d'un contrat citoyen au sein d'une société. Et la raison pour laquelle je souhaiterais discuter de ce sujet avec vous, c'est parce que présentement, il y a une initiative en cours au Togo visant à établir un nouveau contrat citoyen pour les populations togolaises. Alors, dans ce live, je souhaiterais expliquer ce que c'est qu'un contrat citoyen, un contrat social, ce pourquoi cette initiative est importante et comment est-ce que vous pouvez, de part et d'autre, contribuer à cet effort et en quoi est-ce que cette initiative pourrait renforcer la résistance contre la tyrannie qui sévit au Togo depuis bientôt 60 ans. Alors, je vais commencer d'abord par la définition d'un contrat citoyen. Et cette définition, c'est en mes propres mots, c'est pas sorti d'un Larousse ou bien d'un dictionnaire, mais je vais essayer de le dire en des termes qui vous sont accessibles et qui permettront aux jeunes gens de pouvoir saisir en fait les contours de ce que c'est qu'un contrat citoyen. Alors avant tout, je vais aller à la genèse même de ce que c'est qu'un contrat social. Le contrat social est un concept philosophique d'abord et ensuite politique. Et les premières pensées dans le monde plus ou moins moderne autour du contrat social sont parties de deux penseurs. D'abord, il y avait un qu'on appelait Thomas Hobbes, qui est un Anglais. Et ensuite, il y avait Jean-Jacques Rousseau, qui était un penseur philosophe français. Mais au fil des années, ça a pris des tournures différentes dans différentes parties du monde, avec des philosophes et des penseurs qui ont contribué à l'amélioration du concept et ont poussé encore plus la réflexion sur ce que devrait être un contrat citoyen, que ce soit dans l'Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie du Sud, etc., et même en Amérique du Nord. Alors aujourd'hui, je vais me référer à cette signification, cette définition qui permettra à tout le monde d'avoir une compréhension assez fluide de ce que c'est qu'un contrat social. Alors un contrat social, c'est comme l'indique le mot, un contrat. C'est un contrat entre les habitants d'une société, entre les membres d'une société. Alors, comme dans le cas du Togo, on parle de contrat citoyen, je vais plus utiliser le mot citoyen que social. Alors, un contrat citoyen, c'est un contrat entre les membres d'une société et les gouvernants d'une société. C'est un contrat qui définit les termes d'engagement entre les rapports qui prévalent au sein de la cité, parce qu'ici on parle de citoyens, et qui définissent les droits, les devoirs, les responsabilités des membres de cette cité. De la même manière que dans un contrat de travail, vous avez les obligations du travailleur et les obligations de l'employeur, les droits du travailleur et les droits de l'employeur, les responsabilités du travailleur et les responsabilités de l'employeur. Dans un contrat citoyen, vous avez les droits, les devoirs et les responsabilités des citoyens et des gouvernants vis-à-vis des citoyens. L'idée du contrat social ou citoyen émane du fait que les gens choisissent de vivre au sein d'une communauté, au sein d'une cité, au sein d'une société, parce qu'ils veulent se soumettre aux règles établies dans cette société. Ça a commencé à l'époque occidentale, appelée l'époque des Lumières, mais en réalité, sur le continent africain, il y avait énormément de peuples qui existaient déjà qui étaient organisés déjà sous la structure d'un contrat social. Quand on étudie de plus près l'histoire de différents groupes ethniques africains,
quand on étudie l'histoire des différentes ethnies, des différents royaumes africains qui ont existé avant l'époque coloniale, il y avait des règles qui étaient établies au sein de ces royaumes qui définissent comment est-ce qu'on choisit un roi, comment est-ce qu'on fait on fait la succession au sein de la société, quelles sont les choses que la société permet et ne permet pas, quels sont les interdits, quels sont les devoirs et les responsabilités des membres de cette société, comment est-ce qu'on punit les gens quand il y a infraction, comment est-ce qu'on solutionne les conflits qui émanent de la société. Je vais vous donner des exemples très concrets. Avant l'époque coloniale, dans plusieurs royaumes africains, la terre ne se vend pas. Le concept de la privatisation de la terre, c'est-à-dire un individu dit « ce terrain, ça m'appartient », n'existait pas parce que la terre était vue comme un bien commun. Alors quand les gens en ont besoin pour construire ou pour cultiver, la communauté, sous la directive du roi ou de ses notables, décide de fournir la terre nécessaire à la personne en question pour pouvoir cultiver ou construire sa maison et construire ses maisons. C'était une propriété commune. De la même manière, au sein de certaines communautés, il y a des actes qui sont interdits, que ce soit les relations familiales, que ce soit les relations vis-à-vis du chef, etc. Il y a certaines choses qui ne pouvaient pas être faites. Il y avait des interdits. Alors, en fonction de cela, les populations qui vivent sous ce royaume ou sous cet empire ou dans cette communauté acceptent volontairement de se soumettre aux lois et aux directives de cette société. Et donc, le contrat social vise en fait à protéger aussi bien les gouvernés que d'un côté également les gouvernants, à accroître la paix et la cohésion au sein de la société pour s'assurer que la façon dont les conflits sont réglés, la façon dont les ressources sont distribuées, c'est fait d'une façon égalitaire et juste. Ce qui n'a pas toujours été le cas, surtout en Europe, qui pendant plusieurs siècles a été dominée par des monarchies où ceux qui étaient à la tête des royaumes européens à l'époque avaient un plus grand accès aux ressources de ce royaume et la plupart des populations vivaient dans la pauvreté extrême. Alors le contrat citoyen ou le contrat social a été le fondement de l'établissement des constitutions dans différentes parties du monde. Et pourquoi est-ce que c'est important de ramener le contrat citoyen dans le contexte politique togolais aujourd'hui? Parce que nous avons à la tête de notre pays un groupe de gangsters, de personnes qui, parce qu'elles sont armées, se permettent de décider sans l'avis des populations ce que voudraient imposer à tous comme loi, comme règle, sans même consulter les populations. Et le tout récent date à avril 2024, quand Faure Gnassingbé et sa horde de brigands ont décidé d'imposer une nouvelle constitution au peuple togolais sans même leur en demander l'avis. Ça a été fait comme si le peuple togolais était constitué d'enfants qui n'ont pas la capacité de réfléchir et de savoir ce qui est bon pour eux. Alors, quels sont les différents rôles que joue un contrat social au sein d'une société? D'abord, ça définit la légitimité d'une autorité. Et pourquoi est-ce que la légitimité d'une autorité est importante? La légitimité de l'autorité est importante pour éviter surtout les conflits sans fin. Il fut une époque, quand on prend l'exemple de l'Europe et même d'autres parties du monde, les empires ont été détruits à cause des guerres de sécession. Il y a tel frère qui ne veut pas que son frère devienne empereur ou roi. Il y a tel demi-frère qui pense qu'il est plus légitime que tel autre qui forme une autre faction. Il y avait des guerres incessantes à une époque, surtout en ce qui concerne l'Europe et même dans certaines parties de l'Afrique parce que l'Empire Songhai a été destitué à cause
des guerres de sécession qui ont suivi le décès de l'empereur de Songhai à l'époque. Donc, ça définit la légitimité de l'autorité en disant clairement que, au sein de notre société, voici comment on accède au pouvoir. Voici comment on exerce le pouvoir. Voici comment on est remplacé en cas de vacance de pouvoir. Donc, la légitimité évite les conflits. Quand tout le monde est d'accord que c'est la façon de remplacer les dirigeants, c'est la façon de choisir les dirigeants et voici les prérogatives des dirigeants, ça permet qu'il n'y ait des situations, des situations de conflit en ce qui concerne les prises de pouvoir et les successions, exactement. Ensuite, le contrat social permet la participation du citoyen. Ça fait que le citoyen aussi décide et choisit comment est-ce qu'il voudrait être gouverné. Puis, vous avez ce qu'on appelle la réduction des inégalités et la distribution des ressources. Avec un contrat citoyen, c'est comme un contrat de travail. Votre employeur vous paye pour que vous lui fournissez des services. Alors, le contrat stipule combien vous êtes payé, comment vous êtes payé et la fréquence du paiement que vous recevrez. Si ce sera de façon bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, etc. De la même manière, pour un contrat citoyen, on décide de comment les ressources de l'État devaient être distribuées. Ça se distribue par les services que l'État fournit aux populations. Et finalement, vous avez la question de la sécurité. Dans le contrat citoyen maintenant, on décide de comment est-ce que la sécurité est fournie pour garantir le bien-être de tous. Dans certains pays, le service militaire est obligatoire. Dans certains autres, non. Donc, chaque société choisit comment est-ce qu'il voudrait veiller à sa sécurité. Quand vous prenez le contexte des États-Unis, par exemple, à compter de l'âge de 26 ans, tout homme américain peut être choisi par l'État pour aller combattre à la guerre. Certes, c'est rarement fait, surtout de nos jours, parce qu'ils ont une grande armée, etc. Mais s'il y a une guerre et que l'État a besoin d'hommes pour combattre, la loi, la Constitution exige que l'État choisisse des hommes vaillants de plus de 66 ans et les enrôler de force dans l'armée. Refuser est considéré comme une trahison vis-à-vis de l'État. Donc ça, ce sont les constitutions d'un contrat social. Maintenant, nous allons parler de ce pourquoi, dans le cas du Togo, le contrat social est important. D'abord, notons que le Togo en tant que pays n'existait pas avant la colonisation. Et c'est pareil pour la plus grande partie des pays africains que nous connaissons aujourd'hui. Nos frontières ont été dessinées de façon complètement hasardeuse par les colonisateurs à Berlin. Ils ont choisi qui va occuper l'Est, qui va occuper l'Ouest, qui va occuper le Sud, qui va occuper le Centre, qui va occuper le Nord. Et même les frontières du Togo ont été révisées à plusieurs reprises. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Allemands ont perdu la guerre, il y avait une partie qui était dans le British Togoland, sous l'occupation des Anglais, une partie qui était sous l'occupation des Français, puis ça a été révisé encore après avec la formation du Ghana, etc. Donc, le Togo que nous connaissons aujourd'hui est un produit colonial. Et avant la création de ce produit colonial, il existait une multitude de royaumes, de chefferies, de groupes ethniques, etc., qui étaient organisés d'une façon ou d'une autre, qui avaient chacun au sein de leur petite société des règles, des lois et des coutumes. Alors, les coutumes qui s'appliquent par exemple au Losso ne s'appliquent pas forcément aux Évé, ne s'appliquent pas forcément aux Moba, ne s'appliquent pas forcément aux Kabiais, ne s'appliquent pas forcément aux Amouans, etc. Mais après la colonisation, l'administration coloniale a substitué les formes d'organisation politique qui existaient avant la colonisation. La plupart des chefferies ont été détruites ou complètement affaiblies. On leur a retiré toute autorité politique. D'ailleurs,
l'expression chef-canton. Les chefs-cantons ont été créés par les Français. Parce qu'il n'y avait pas de chef-canton avant la colonisation. Ce sont les Français qui ont créé les cantons et ont créé des chefs-cantons pour faire croire aux populations que, bon, vous avez toujours vos petits rois, mais c'est nous qui décidons de comment ces rois vous gouvernent. Et la raison même pour laquelle les chefs-cantons ont été instaurés, les cantons ont été instaurés, les chefs-cantons ont été instaurés, c'est pour pouvoir prélever les impôts et assurer le paiement des impôts coloniaux. Parce que la raison pour laquelle la France nous a colonisés, c'est pour son profit. C'était un projet impérialiste. D'abord, puiser nos ressources à moindre coût, nous vendre de force leurs produits finis et nous prélever de l'argent de force pour pouvoir alimenter leur économie. Alors, les chefs cantons avaient été choisis de façon arbitraire sans respecter les lois coutumières, traditionnelles des différents groupes ethniques qui existaient et substituant en fait le contrat social qui avait été établi au sein de ces sociétés. Après notre indépendance, nous avons eu moins de 3 ans pour pouvoir changer les donnes. Même si le président Sylvanus Olympio, à la prise de pouvoir, a décidé de retirer tous les chefs cantons, ne les reconnaissant pas, quand il a été assassiné, les progressistes à qui la France a confié le pouvoir à travers le président Grunitzky, ils ont réinstauré les chefs cantons. Alors vous devez comprendre que l'administration que nous avons aujourd'hui au Togo est le fruit d'une administration coloniale. Ce n'est même pas le fruit, ce n'est même pas une administration occidentale, c'est une administration coloniale. Et je vais vous dire la différence entre une administration occidentale et une administration coloniale. L'administration occidentale telle qu'elle existe aujourd'hui est le produit des révoltes, des résistances et des révolutions des peuples occidentaux. Les Français se sont soulevés contre leur roi, ils les ont décapités. Les Anglais se sont soulevés, les Allemands se sont soulevés, les Russes se sont soulevés. Il y a eu des révolutions partout en Europe à cause de l'exploitation extrême des populations suite à la révolution industrielle où les gens travaillaient 18 heures par jour, n'avaient pas de jour de repos, les gens vivaient dans la masse populaire vivait dans la pauvreté la plus abjecte. Ces révolutions ont conduit à l'établissement de contrats sociaux au sein de ces pays et qui a forgé les États occidentaux modernes que nous connaissons aujourd'hui. Il y a à peine 200 ans, les Français n'élissaient pas leur président. Alors, dans notre cas, nous n'avons pas eu l'instauration du modèle occidental. Voilà pourquoi quand nos dictateurs nous parlent de démocratie à l'africaine, ils se foutent de notre gueule. Parce que ce que nous connaissons dans nos pays, ce n'est même pas une démocratie occidentale. Nous vivons ce qu'on appelle nous vivons en fait une structure coloniale. Les États colonisés ont été construits dans le but d'extirper les ressources de nos pays vers l'Occident. Alors, nos États n'ont pas été organisés autour de la prospérité et de la liberté des citoyens au sein de ces pays. Nos lois ont été érigées pour assurer une continuité dans notre exploitation. Il n'y a pas eu de réforme proprement dite, aussi bien de la structure de l'État que des lois qui régissent l'État. Par conséquent, nous ne connaissons même pas le modèle occidental. Nous vivons un modèle esclavagiste qui continue aujourd'hui à tous les niveaux. Nos ressources sont extirpées et elles partent ailleurs. On nous dit que c'est pour payer des dettes, des fois. Mais de quelles dettes s'agit-il? On nous dit que ce sont les dettes qui ont servi à la construction d'infrastructures. Mais les infrastructures, on ne les voit même pas. Et il n'y a pas de système de redevabilité qui a été établi. Alors nous devons comprendre que nos États modernes tels qu'ils existent ne sont pas des États créés par nous.
ne sont pas des sociétés créées par nous. Et ce n'est qu'au début des années 90 qu'il y a eu un semblant de changement. Et la raison pour laquelle il y a eu ce changement, c'est parce que les populations se sont levées un peu partout dans le monde pour dire « Nous ne voulons plus de régime qui nous opprime, de dirigeants totalitaires qui nous imposent comment nous devions être gouvernés ou pas. » Alors, dans le cas du Togo, ça a d'abord commencé pour l'Afrique au Bénin, avec la conférence nationale souveraine. Et dans le cas du Togo, après la révolte du MO5, en octobre 1990, quand les étudiants se sont soulevés, après l'arrestation arbitraire de quelques étudiants, et la grève qui s'en est suivie, la conférence nationale souveraine a conduit, après plusieurs semaines de pourparlers, à l'établissement d'une nouvelle constitution qui devait être la constitution du peuple togolais. Mais cette constitution a été obtenue après beaucoup de pression, d'oppression et d'assassinat des acteurs de cet effort. Nombreux des personnes qui ont lutté pour cette constitution ont été tués. D'autres ont disparu, jusqu'aujourd'hui n'ont pas été retrouvés. Alors la constitution de 92 est la seule constitution de l'histoire du Togo dont la rédaction a émané d'un dialogue entre les citoyens et les gouvernés. C'était le meilleur produit que la génération d'à l'époque pouvait obtenir d'un système dictatorial rigide au sein d'un parti unique. C'était la Constitution de 92. Mais notez bien que, malgré que ce soit la Constitution qui nous offre le plus de droits durant toute l'histoire du Togo, ce n'était pas une constitution parfaite. Comme je le dis, c'était la meilleure constitution qu'ils pouvaient négocier avec une dictature militaire rigide à une époque où le RPT était le seul parti du Togo, où Eyadema était le seul candidat dans chaque élection présidentielle. La négociation, donc, n'était pas forcément en faveur des populations. Mais ils se sont dit, c'est mieux que rien. On va l'accepter comme cela. Alors, après 92, s'il devait y avoir de réformes constitutionnelles, la réforme devait aller dans le sens de l'amélioration de la Constitution à ce que la nouvelle Constitution garantisse encore plus de droits aux citoyens, garantisse une meilleure répartition des ressources de l'État et garantisse une meilleure protection des libertés civiles et individuelles. Malheureusement, le régime colonial imposé par la France, incarné par les Gnassingbé, le régime de la chicotte, a choisi de tripatouiller cette constitution encore et encore et encore pour qu'au final, nous ayons un produit complètement nul qui est même pire que la constitution qu'Eyadema s'était fabriquée dans les années 70. Faites l'effort, allez sur Google, cherchez la constitution de 92, cherchez la constitution de 77, 78, cherchez la constitution de 2003 que Eyadema a changé, cherchez la constitution de 2019, cherchez la constitution de 2025, lisez, comparez. Quand vous faites une étude comparative, plus les années passent, moins de droits nous avons au Togo, moins de liberté nous avons au Togo. Et plus de pouvoir l'État a. Ce qui est donc grave. Cela voudrait donc dire qu'avec la nouvelle constitution que Faure Gnassingbé et ses brigands nous imposent, ce qui attend les générations prochaines est pire que ce que nous avons vécu. Et pire que ce que nos parents ont vécu. C'est donc complètement inadmissible. Alors, il est important pour nous les citoyens de ce pays de réfléchir et de faire maintenant des propositions
pour obtenir de ce régime, de gré ou de force, plus de droits que ce que la Constitution de 92 même nous offrait. Alors si d'un côté, je soutiens la démarche visant à appeler à la restauration de la Constitution de 92 parce qu'elle est la plus légitime de l'histoire du Togo, la seule que le peuple a référendée en septembre 92, je pense que cette Constitution, malgré le fait qu'elle est la plus légitime, n'est pas suffisante pour garantir les droits des populations togolaises et pour garantir l'égalité au sein des peuples togolais. Nous ne pouvons pas, 30 ans après 92, nous retrouver à une constitution pire que la constitution de 70. Et nous ne devons pas réduire nos attentes, limiter notre ambition juridique et politique, concéder nos ambitions en ce qui concerne nos libertés, en disant que bon, au pire des cas, bon, on accepte la constitution de 92, c'est mieux que rien. Non. Nous avons le devoir d'obtenir pour les générations à venir plus que ce que nos parents ont obtenu pour notre génération. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un nouveau contrat citoyen. Tout ce que nous avons dans la constitution de 92, nous devons nous le réapproprier et demander encore plus. Parce que c'est notre droit en tant que citoyen de demander plus. Vous allez remarquer, je vous donne un exemple. Quand je parle, je fais le parallélisme entre la gouvernance coloniale et la gouvernance occidentale. L'un des points clés d'un contrat social, c'est la séparation du pouvoir. La séparation de l'armée et de l'État. La séparation de la religion et de l'État. La séparation des différentes institutions qui régissent l'État pour avoir une certaine balance. Dans un État républicain, l'armée ne se mêle pas à la politique. Mais dans les républiques bananières, coloniales, l'armée c'est la politique et la politique c'est l'armée. L'État c'est l'armée et l'armée est l'État. Encore une fois, je vous dis que la structure de nos États a été définie durant l'époque coloniale. Le concept de la gendarmerie et de la police est un produit colonial. Un simple exemple. Des choses qui n'existaient pas dans nos cultures n'ont pas d'appellation dans nos langues. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Comment est-ce qu'on appelle un policier ou un gendarme en mina? Le mot policier, c'est povito. Povito veut dire quoi? Epo. Quelqu'un qui tient le bâton. Parce qu'à l'époque coloniale, le rôle d'un policier, c'est de tabasser les populations pour qu'ils puissent obéir à l'ordre colonial. C'était les gendarmes coloniaux qui étaient utilisés pour implémenter le travail forcé, pour ne pas dire l'esclavage. Parce que la France, disant qu'elle a aboli l'esclavage dans son pays, dans les années 1800, durant la colonisation, a réintroduit l'esclavage avec un nouveau nom appelé travail forcé. C'est pour se foutre de la gueule des gens. Alors, dans les textes français, on dit que l'esclavage est aboli, nous sommes un pays de droit. Mais dans les colonies, on pratique l'esclavage et on l'appelle travail forcé. Quelle est la différence entre un esclave et un travailleur forcé? Parce que l'esclave aussi travaille de façon forcée. Le travailleur forcé aussi est forcé à travailler. Aucun des deux n'est payé. Les deux sont tabassés, les deux sont exploités, les deux sont tués quand ils refusent de travailler. Dans les colonies françaises, ils allaient même jusqu'à couper les mains des travailleurs quand ils refusaient de travailler. Donc, la force, la police, la gendarmerie n'a pas été créée dans nos pays pour assurer la protection des populations. Elle a été créée pour assurer
l'exploitation des populations, la répression des populations, l'oppression des populations. Voilà pourquoi dans notre langue, on parle de povito. La police, c'est ceux qui bastonnent les gens. Donc nous avons une structure étatique qui est complètement coloniale. Or, la colonisation, c'est un système basé sur l'exploitation. Et c'est le principal précurseur de l'inégalité au sein d'une société. C'est le capitalisme occidental qui a conduit à cet impérialisme et cette colonisation qui se manifeste aujourd'hui dans nos pays, où les ressources qui étaient supposées appartenir à l'ensemble de la communauté ont été privatisées afin qu'une minorité puisse tirer profit. Il y a de cela 100 ans, nos grands-parents ne vendaient pas les terres. Tu ne peux pas te lever, aller à Vaughan ou aller à Bassa pour dire je vais acheter 1 hectare. Tu es qui? Les terres ne se vendaient pas. Elles étaient des propriétés collectives. Aujourd'hui, même si les Togolais trouvent un lopin de terre dans la mer, ils vont le vendre. Tout est vendu à des prix complètement dérégulés. Aujourd'hui, un terrain coûte 10 millions. L'année prochaine, ça coûte 15 millions. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le logement public n'existe plus. Vous voulez prendre une maison? On vous demande 1 an de loyer. Comment est-ce qu'on peut payer pour quelque chose qu'on n'a pas encore obtenu? On le paye d'avance quand on ne gagne pas de l'argent d'avance. Si c'était que dans nos emplois, au Togo, on disait que quand tu ne commences pas à travailler, on te paye 1 an de salaire. Demander 1 an de loyer dans ce contexte aurait un sens. Mais demander 1 an de loyer dans un pays où les gens sont payés tous les mois, ou même certains font des mois sans être payés, c'est tout simplement de l'exploitation. Et ça empêche aux gens de pouvoir vivre dans des conditions dignes. Alors, dans un contrat citoyen, nous devons révisiter toute la structure de l'appareil étatique. En tant que citoyens, qu'est-ce que nous voulons assurer dans notre pays en ce qui concerne l'accès aux ressources, les services publics, l'éducation et la protection des personnes vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les handicapés, les personnes âgées. Parce que le danger avec le système capitaliste est que les personnes qui ne peuvent pas contribuer à la production du capital, eux sont condamnés à vivre dans la misère et dans la souffrance. Votre valeur en tant qu'humain est déterminée par votre productivité. Alors, dans une société néocoloniale, quand vous êtes un humain qui ne peut pas produire de la richesse, vous ne servez à rien. Vous ne valez plus un humain. C'est donc la responsabilité de l'État de protéger les gens qui ne sont pas capables de produire du capital. Ce qui veut dire que si les gens obtiennent une assurance et une couverture maladie à travers leurs employeurs, les gens qui ne peuvent pas travailler doivent obtenir une assurance maladie pour tous. Les personnes âgées ne peuvent pas travailler. Les enfants ne peuvent pas travailler. Certains handicapés ne peuvent pas travailler. C'est donc la responsabilité de la communauté, de la société, de les prendre en charge. Et normalement, ça se fait au travers des impôts que nous payons. Mais dans notre contexte, nous avons des tontons macoutes à la tête de nos États. Tout ce que nous payons comme impôts, ils volent. Et le reste, c'est pour payer les dettes. Les dettes qu'eux, ils ont pris pour s'enrichir et s'acheter des palais en Occident. Alors, nous avons besoin, en tant que citoyens, de nous asseoir, de discuter et de nous demander quel Togo voulons-nous?
Dans quel Togo voulons-nous vivre? Dans quel Togo souhaiterons-nous que nos enfants vivent? Quels sont les droits que nous voulons octroyer à nos enfants? Quels sont nos devoirs en tant que citoyens? Parce que la réalité est que dans une société où les citoyens n'ont pas de droits, ils refusent leurs devoirs. À moins qu'ils ne soient forcés à le faire, ils ne le font pas. Et ils en ont, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que je vais faire mes devoirs de citoyen quand toi, le gouvernement, tu ne fais pas ton travail vis-à-vis de moi en tant que citoyen? La seule façon de conduire les gens à faire leurs devoirs au sein d'une société inégalitaire, c'est la force, c'est la répression. Il y a beaucoup de choses que les Togolais ne feraient pas si on ne les tabassait pas pour ça, si on ne les arrêtait pas pour ça. Mais quand il y a une société organisée, où les citoyens savent que leur argent sert à les protéger, volontairement eux-mêmes, ils accomplissent leurs devoirs citoyens. Ils accomplissent leurs devoirs civiques. C'est comme vous vivez dans une cité et on dit chaque personne doit payer tel montant tous les mois pour la collecte des impôts, pour la collecte des déchets. Mais si vous payez tous les mois, mais que les collecteurs de déchets ne viennent pas, vous allez refuser de payer. C'est votre droit de refuser de payer. Mais dans les dictatures coloniales, comme celles que nous connaissons au Togo, non seulement on refuse de collecter les déchets, on vient vous tabasser à la maison parce que vous avez refusé de payer pour les déchets qu'ils ne collectent pas. La dirigeance, la gouvernance sous une dictature se fait par la force, se fait par la tyrannie, se fait par la peur. Parce que personne ne souhaite contribuer à une société de laquelle elle ne profite en rien. Ensuite, nous devons parler de... Excusez-moi, je perds mon latin. Nous devons parler d'un autre aspect. Quand je parle de la force, nos sociétés coloniales sont des sociétés complètement militarisées. En anglais, on parle de police state. Parce qu'encore une fois, ce sont des sociétés qui ont été établies pour extirper les ressources vers la métropole. Nos dirigeants dans la plupart de ces pays, qui ont été imposés par les puissances coloniales et par la force, se sont substitués, nos dirigeants se sont substitués aux colons dans bien de secteurs. Donc, il y a certaines choses qui allaient aux colons hier, maintenant qui vont dans les poches de nos dictateurs, où ils se le partagent comme un butin. Et donc, nous assistons à une extrême militarisation de nos sociétés. Quand vous regardez nos dépenses militaires, quel sens est-ce que ça a qu'un pays comme le Togo dépense 4 fois plus sur l'année, sur l'armée togolaise, qu'il ne dépense sur la santé? Le Togo va en guerre contre qui? Le Togo fait la guerre avec qui? Depuis que le Togo existe, le Togo a eu une guerre avec quel pays? Ce n'est que récemment que certains résidus du terrorisme se retrouvent aux frontières avec le Burkina Faso. Mais depuis 60 ans, le budget de la défense du Togo est 4 à 5 fois plus élevé que le budget de la santé et de l'éducation combinés. Quand vous allez au Togo, depuis l'aéroport, vous sentez la présence des soldats partout. Il m'arrive d'aller dans certains pays, que ce soit en Afrique comme en Occident, durant tout mon séjour, les seuls hommes en uniforme que j'ai vus, c'étaient les agents de l'immigration. Je ne vois la police nulle part, je ne vois les militaires nulle part. Au Togo, ils sont à chaque arrêt, ils sont un peu partout, ils sont présents. L'État investit plus
dans l'armée, pas pour protéger les populations des forces externes ou des attaquants externes ou étrangers, mais pour se protéger eux-mêmes des habitants, parce qu'ils ont peur de nous. Vous savez, ça me fait souvent rire quand les gens, les Togolais me disent « Tu n'as pas peur? Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que tu n'as pas peur qu'on te fasse ceci, qu'on te fasse cela ?» Mais quand vous regardez les choses, c'est Faure Gnassingbé qui a peur de nous. Ce n'est pas nous qui avons peur de Faure Gnassingbé. Moi, quand je sors, je n'ai pas des chats, des militaires, la sécurité, les films de mercenaires israéliens autour de moi. Mais Faure Gnassingbé ne peut même pas marcher dans son quartier. Les ministres togolais ne peuvent même pas marcher à pied dans leur quartier. Ils ne peuvent pas quitter leur maison et dire « M'avez au sang pas viré ». Ils n'en ont pas le courage. C'est souvent facile pour eux de dire aux Togolais, surtout nous qui sommes à l'extérieur du pays, « Ouais, ici, vous n'avez pas peur, rentrez ». Si eux, ils n'ont pas peur, sortez. Si Faure Gnassingbé et ses ministres n'ont pas peur, ils n'ont qu'à quitter leur maison et aller faire des pas. Sylvanus Olympio se promenait à vélo à Lomé quand il était président. Et Adema ne peut pas. Quand on annonce même qu'il va passer par une voie, 1 heure avant même que le convoi présidentiel ne passe, on vous bloque, vous ne pouvez même pas marcher. Nos dirigeants vivent dans la peur. Le gouvernement togolais a peur des citoyens togolais. Voilà pourquoi ils dépensent autant sur l'armée. C'est pour leur propre protection. Parce qu'ils savent qu'ils sont une mafia. C'est le voleur qui a peur du propriétaire. Le propriétaire n'a jamais eu peur du voleur. C'est eux qui ont peur de nous. Faure Gnassingbé sait qu'il a peur de nous. Faure Gnassingbé ne peut jamais, au grand jamais, se promener même devant sa porte sans sécurité. Il ne peut pas. Quand vous voyez les présidents dans certains pays aller au supermarché, acheter de la glace, aller à la plage, vous n'avez jamais vu Faure Gnassingbé faire ce genre de choses. C'est impossible. Donc la dictature est coûteuse. Pourquoi? Parce que l'argent qui devait aller au service public, l'argent qui devait être investi dans la construction des écoles, dans la construction des hôpitaux, dans la voirie, dans l'assainissement, dans la production de l'énergie, est dépensé à acheter des bottes et puis des vieux habits aux militaires de Faure Gnassingbé, à nourrir ses gendarmes, à construire des camps, à acheter des chars, à acheter des avions de guerre. Et tout récemment que Faure Gnassingbé aussi a trouvé un nouveau hobby qui est la lutte contre les pirates, je ne sais pas si les Peter Pan, à acheter des bateaux de guerre. On dépense 13 milliards pour acheter des bateaux de guerre dans un pays qui n'a jamais fait la guerre contre même les fantômes. C'est le Togo dans lequel nous vivons. Ce n'est pas ce Togo que nous devons léguer à nos enfants. La dictature est chère. En anglais, on dira dictatorship is expensive. Ça nous coûte beaucoup d'argent qu'on nous exploite. Si c'était qu'on pouvait même nous exploiter gratuitement, là encore, on ne se plaindrait pas. Ce qui est pire à l'heure actuelle, qui fait que les régimes dictatoriaux que nous connaissons aujourd'hui sont pires même que les colons qui existaient hier, c'est que les colons, quand ils venaient nous coloniser, eux-mêmes, ils habillaient leurs militaires, ils achetaient leurs bateaux, ils envoyaient leur armée pour venir tuer nos rois et s'imposer par la force. Certes, il y avait l'esclavage, abusivement appelé le travail forcé, mais ils investissaient leur propre argent pour venir nous exploiter. Et c'est en nous exploitant maintenant qu'ils font profit. Mais nous, sous l'époque néocoloniale,
avec les tontons macoutes qu'ils nous ont imposés. C'est nous-mêmes qui finançons notre exploitation. C'est-à-dire que tu vis dans une maison et tu payes toi-même tes braqueurs tous les mois pour venir te braquer chez toi. Tu crées une entreprise et tu payes toi-même le voleur qui viendra te voler. Nous payons pour qu'on nous tabasse au Togo. Nous payons pour qu'on nous vole. Nous payons pour qu'on nous tue. Nous payons pour qu'on nous muselle. Dans ce cas, la colonisation, encore mieux. Au moins, nous ne payons pas qu'on nous tabasse. On nous tabasse et puis ils profitent maintenant de l'argent que nous faisons. Mais là, nous investissons dans notre propre exploitation. Je disais dans mon dernier live que l'on ne peut jamais, au grand jamais, comparer les dictatures asiatiques aux dictatures africaines. Parce que le contexte de leur création, de leur institution même varie quand vous regardez leur parcours et vous lisez l'histoire de ces peuples. Les régimes dictatoriaux en Asie, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie, en Chine, en Malaisie, ce sont des dictatures qui ont été instaurées sur la base de la résistance contre l'impérialisme occidental et même l'impérialisme japonais dans certains cas. Ce sont des dictatures basées sur des valeurs de distribution équitable des ressources. Là-bas, l'État dicte la distribution des ressources. Ce sont des dictatures qui, à la base, sont communistes. Et donc, ce sont des dictatures basées sur des idéologies. Et même si moi, je suis contre la dictature dans son ensemble, parce que je pense que on ne peut pas forcer les gens éternellement à avoir quelque chose. Ce sont des dictatures qui donnent des résultats, au moins, qu'on peut le voir, qui sont saisissables. Eux, ils ont la dictature, comme je le disais, des vertus, de la vertu et des valeurs. Nous, nous avons la dictature du vol, la dictature des alcooliques, la dictature des violeurs, la dictature des tueurs. Quand vous regardez les dictatures africaines, que ce soit Paul Biya au Cameroun, Nguesso au Congo, les Gnassingbé au Togo, les Déby au Tchad, ils ont quelle idéologie? Faure Gnassingbé, vous lui connaissez quelle idéologie? Lui, son idéologie change après chaque tripatouage de constitution et après chaque élection frauduleuse. Aujourd'hui, c'est le mandat social. Après-demain, c'est le mandat culturel. 20 ans après, c'est le mandat scientifique. 50 ans après, c'est le mandat historique. Après, c'est le mandat économique. Le RPT a quelle idéologie? Le RPT unir, là, ils ont quelle idéologie? Vous ne savez pas s'ils sont à gauche, s'ils sont à droite, s'ils sont au centre, s'ils sont au ciel, s'ils sont devant. Eux, leur seule idéologie, c'est manger. Voler, manger, tuer. Ils sont là pour garantir la continuité de notre exploitation. Voilà pourquoi ils n'ont pas démantelé la structure coloniale qui nous a été imposée et qui définit la façon dont nos États sont dirigés. Alors, quand je parle de l'importance du contrat citoyen, qui aujourd'hui est une initiative commencée par certains universitaires togolais, c'est que ce contrat doit nous permettre en tant que peuple de partager notre rêve pour le Togo. Dans chaque secteur, secteur économique, secteur politique, secteur social, secteur culturel, secteur scientifique. Voici le Togo que nous voulons.
Et voici comment, en tant que citoyens, nous souhaitons être gouvernés. Alors, si Faure Gnassingbé et sa horde de criminels pensent qu'ils vont se lever, paraffer un torchon et nous le servir parce que prenant l'ensemble des populations togolaises comme des malades mentaux, ils se trompent. Nous ne l'accepterons pas et nous ne l'acceptons pas. Et donc, nous allons nous aussi rédiger notre constitution. Et de la même manière qu'il nous a imposé la sienne, nous lui imposerons la nôtre. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Il est donc nécessaire à tout un chacun de suivre de près ce processus et d'y contribuer parce qu'il y va de notre avenir et de celui des générations prochaines. Nous devons donc exiger, à travers une forte mobilisation, une forte conscientisation, que Faure Gnassingbé accepte la constitution que le peuple va lui dicter. Parce qu'en tant que peuple, il travaille pour nous. Du moins, s'il est supposé travailler pour nous. Alors, les gens me parleront comme d'habitude. C'est le Togo. Ils vont nous tuer. Ils vont nous frapper. Ils vont nous faire ceci. Ils vont nous faire cela. Vous savez, je l'ai dit à plusieurs reprises et je vais le dire encore et encore. Quand on regarde les données scientifiques, la population, le pourcentage de population qui contribue à une révolution, ce sont des recherches qui ont été menées par des chercheurs qui ont étudié les soulèvements populaires sur 400 ans, 4 siècles, plusieurs centaines de révolutions. Il n'a fallu que 3% de la population pour faire tomber un régime ou pour changer un gouvernement à travers un soulèvement populaire. Et le soulèvement dans le temps moderne se fait de différentes façons. Ce n'est pas tout le temps que les gens sont dans les rues. Des fois même les gens ne sont pas forcément dans les rues. Mais dans certains cas, il faut que les gens y soient. Mais nous avons tendance à confondre les tactiques. À penser que la tactique substitue en fait la résistance. Ou quand on parle de résistance, les gens vous disent oui, sortez, il faut sortir seulement. Non. Il n'a pas toujours fallu sortir pour obtenir le changement, mais des fois il le faut. Ce qui est important, c'est la participation de tous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit le boycott, que ce soit le refus de prendre part à certaines initiatives de ce régime, que ce soit la pression sur eux, l'intimidation sur eux. Nous devons être nombreux à participer de la façon dont nous nous sentons le plus capables de participer et de contribuer. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de pied de courir. Donc, dans la mesure de nos possibilités, nous devons trouver le moyen de contribuer et de participer. Alors, si pour vous, marcher dans la rue vous fait peur, il y a d'autres moyens de contribuer à la résistance qui n'exigent pas que vous marchiez dans la rue. Mais il y a des personnes qui, même s'il y a 1 million de militaires dehors, eux, ils sont prêts à marcher. Ce que nous ne devons pas faire en tant que peuple, c'est capituler, croiser les bras, tout simplement parce qu'une seule tactique nous fait peur. Si le régime organise des concerts et que vous ne participez pas, c'est la résistance. Si les barons des régimes ont construit des entreprises, des boutiques, des magasins et que vous n'achetez pas chez eux, vous boycottez leur business, c'est la résistance. Si vous décidez d'écrire des articles
d'animer des blogs pour dénoncer ce qu'ils font, c'est la résistance. Si vous voulez écrire aux institutions, mettre la pression sur les différentes institutions au Togo, c'est la résistance. Si vous voulez gréver, c'est la résistance. Si vous voulez faire des posters ou des graffitis pour dénoncer l'abus, c'est la résistance. Ou pour proclamer la liberté du peuple, c'est la résistance. Si vous voulez chanter, c'est la résistance. Si vous voulez même dormir 24 heures sur 24 en vous disant que moi, je ne sors plus de chez moi, tant que Faure Gnassingbé n'accepte pas la nouvelle constitution que le peuple lui demande, c'est la résistance. On ne peut pas, parce qu'on est allergique à un produit, refuser de manger. Vous allez mourir de faim. Quand on ne peut pas choisir une tactique, on peut trouver des alternatives. Mais c'est quand on se retire tout simplement de la résistance, parce qu'une seule tactique vous fait peur, c'est là qu'on est un soumis. C'est là qu'on trahit la lutte. C'est là qu'on trahit la génération à venir. C'est là qu'on est un couard, un peureux, un poltron, un inutile. La résistance se fait en fonction des capacités des uns et des autres. On dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une dame de nationalité française, je crois. Elle était ingénieure. Son nom m'échappe maintenant. Mais c'était quoi son histoire? Elle travaillait à l'époque en tant qu'ingénieure dans une usine, non, dans un atelier de réparation des avions de guerre allemands. Elle était très jeune, elle avait 24 ans. Et elle était la seule femme ingénieure de l'équipe. Comment est-ce qu'elle contribuait à la résistance du peuple français contre l'occupation nazie? Elle torpillait les avions de guerre allemands. Elle déboulonnait certaines choses pour que l'avion, quand les militaires allemands soient dedans, puisse faire un crash. Moi, je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Hein. Les dictateurs qui sont au Togo, nos dirigeants, là, ils ne conduisent pas des voitures. On n'a pas de mécanicien au Togo. C'est juste une seule idée. Hein. Pour vous dire que quand on veut, on peut. Quand on ne veut pas, on dit non. La résistance se fait à chaque niveau en fonction de ses capacités. Si cette dame était sortie pour aller dire « je ne veux pas de Hitler, à mort Hitler, à mort les nazis », elle aurait été assassinée. Mais cette dame, en étant dans cet atelier de réparation des avions allemands, a contribué plus à la résistance que beaucoup d'hommes français qui étaient au front avec des armes à la main. Alors ce n'est pas les idées qui doivent nous manquer. Si nos grands-parents, comme je le dis toujours, ont su résister à l'une des plus grandes puissances de ce monde, qu'est la France à l'époque, parce qu'aujourd'hui elle ne sert à rien. À une époque où il n'y avait pas d'électricité, il n'avait pas de téléphone, il n'avait pas d'internet. Dire aujourd'hui que les semi-lettrés, les analphabètes, les incultes que Faure Gnassingbé a ramassés pour peupler son parlement et son armée là, les déchets intellectuels là, sont des gens qui sont plus forts et plus intelligents que nous. C'est une insulte à notre intelligence. Moi, je refuse qu'on me dise que ces cancres chroniques sont les plus intelligents du Togo. Et que nous, en tant que peuple, les 8 millions d'autres que nous sommes, nous ne sommes pas capables de résister à ces cancres. Qui eux-mêmes savent que si ce n'était pas nomination politique, eux, ils ne serviraient à rien. Vous ne pouvez même pas nettoyer les chaussures de quelqu'un.
Alors, je pense que j'ai assez parlé. Avant de vous laisser parler, de vous laisser partir, pardon, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons tous un rôle à jouer dans la construction d'un État libre. Quand Charles de Gaulle organisait la résistance contre les Allemands, il vivait à Londres. Quand Ayatollah Khomeini a organisé la plus grande révolution que l'Asie ait connue dans les années 70, la révolution iranienne, il vivait à Paris. Quand Robert Mugabe a commencé sa résistance, il vivait au Ghana. Quand il avait commencé sa résistance, excusez-moi, je pense que j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Quand Robert Mugabe a commencé sa résistance contre les Anglais pour libérer la Rhodésie et créer le Zimbabwe, il vivait au Ghana. Même Julius Nyerere, qui a libéré la Tanzanie, vivait entre-temps au Ghana, en exil. Il fut une époque où la plupart des leaders de l'ANC qui ont libéré l'Afrique du Sud vivaient au Mozambique et en Tanzanie. Quand Simon Bolivar, qui a libéré plus de la moitié des pays de l'Amérique latine, à savoir le Venezuela, la Colombie, la Bolivie, qui fut nommée après lui, le Pérou, l'Équateur, l'Antigua, il vivait en Jamaïque. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la présence ou l'absence d'un individu sur un terrain de combat ne définit pas forcément son rôle dans ce combat. Alors pour vous autres qui pensez que tout le monde doit être au rendez-vous à Décon pour faire tomber Faure Gnassingbé, sachez que dans chaque lutte, il a fallu que certains soient dehors pour torpiller les choses. Mais cela n'empêche pas que ceux qui sont à l'intérieur participent d'une façon ou d'une autre à la résistance. Alors, je fais donc un appel à tous de réfléchir sur le Togo que vous voulez voir. Prenez le temps de lire, de vous cultiver et faites vos propositions. Une plateforme est en train d'être créée. Je pense qu'elle a même déjà été créée pour recueillir les propositions des uns et des autres. Le processus doit être participatif. Et ce n'est qu'avec notre détermination et notre abnégation que nous viendrons à bout de cette tyrannie coloniale qui nous opprime depuis 6 décennies. Sur ce, je vous remercie. Passez une bonne journée ou soirée. Au revoir.